Les enquêtes entretiens de Chris Yapi et de M. Beta. Secret de Côte d'Ivoire. Épisode 3. La naissance de Marie-Thérèse Ngourambrou au lendemain du crash boursier de 1929. Chers auditeurs, bienvenue pour ce troisième épisode des enquêtes entretiens de Chris Yapi et de M. Beta, consacré à Mme Marie-Thérèse Oufo-Boigny. Dans l'épisode précédent, le mystérieux et insondable M. Beta m'avait reçu dans une ferme d'Azaguier et au cours de l'entretien qu'il a bien voulu m'accorder, m'avait longuement parlé de la grande famille Brou. L'humble Marie-Thérèse Oufo-Boigny se serait certainement passée de cette soudaine publicité médiatique de nos jours. Elle qui s'est retirée de la vie publique et qui aspire à vivre des jours paisibles de grand-mère avec ses 90 années bien comptées. Pourtant, ma curiosité est encore plus exacerbée. Alors ce matin, je vais rejoindre M. Beta dans un de ses repères reculés dont lui seul a le secret. Je le soupçonne, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, d'avoir été un espion et un éminent membre des services secrets ivoiriens. Il ne me l'a jamais dit, mais je ne peux expliquer autrement sa grande connaissance des dossiers les plus secrets de l'État, et c'est avec un large sourire qu'il m'aborde. Mon cher Yapi, prenez plaisir à la vie. Relaxez-vous et ne laissez jamais le poids du quotidien vous abrutir. Savez-vous que Madame Marie-Thérèse fêtera en septembre ses 91 ans sur cette terre bénie des hommes? Eh bien, c'est là le secret de sa longévité. 91 ans, retorquai-je. Et pourtant, elle semble plus jeune qu'Alassane Ouattara, qui peine à marcher presque impotent aujourd'hui. Monsieur Beta hilar de poursuivre. Monsieur Yapi, savez-vous que la méchanceté vous fait vieillir très vite? Et Alassane Ouattara s'est laissé consumer par la méchanceté. Thérèse Oufo-Boigny est bien plus âgée que lui. Rien à voir. Elle est même l'aînée d'Henri Konan Bédié, qui est né le 5 mai 1934 et elle le 17 septembre 1930. Signe du destin, elle est née juste au lendemain de la Grande Dépression économique de 1929, le plus grand crash boursier du XXe siècle. J'interrompis M. Beta, trop excité pour le laisser continuer. Monsieur Beta, pourriez-vous me faire une faveur? J'aimerais bien rencontrer Mme Thérèse Oufo-Boigny à l'occasion de son anniversaire, puisque vous semblez si bien la connaître. Monsieur Beta reprit son élan et répondit fort franchement. Mon cher Yapi, sachez que Mme Thérèse est une femme très discrète. Je ne suis pas sûr qu'elle accepterait. Un anniversaire est un moment privilégié et très privé. En plus, s'agissant de vous, Chris Yapi, qui n'hésiterait pas. Je ne suis pas certain qu'Alassane Ouattara verrait cela d'un bon œil. Il s'en offusquerait. Je ne sais pas si Mme Thérèse Oufo-Boigny a déjà entendu parler de vous, mais je ne peux et je ne veux pas m'aventurer à organiser une rencontre entre vous deux. À vrai dire, M. Beta avait raison. Vu que ma tête a été mise à prix par la Ouattari, il ne serait pas approprié que j'aille mettre à mal la tranquillité de Mamie Thérèse. Mais revenons à ce qu'il a à me conter sur celle qui fut la première dame de la nouvelle République de Côte d'Ivoire des années 60. Monsieur Yapi, Madame Thérèse Oufo-Boigny est née à Bouaké le 17 septembre 1930, en pleine crise économique et financière mondiale, dans un véritable contexte d'effroi et de pauvreté galopante, une dépression inouïe. À ces mots, je ne pouvais pas m'empêcher de lui poser la question qui me brûlait les lèvres. Mais, monsieur Beta, c'est quoi la Grande Dépression? Cela semble important puisque vous dites que Mme Marie-Thérèse est née dans ce contexte d'effroi international. Chris Yapi, le grand investigateur, vous ne me direz pas que vous ignorez l'histoire du plus grand crash boursier de tout le siècle dernier. Ben non, j'en ai vaguement entendu parler, mais je n'ai jamais été plus curieux que ça, répondis-je, me sentant quelque peu gêné, et M. Beta de venir au secours de mon ignorance. Allons, cher Yapi, ce n'est pas bien grave. Je vais vous en parler le plus simplement possible. D'abord, il faut noter que le XXe siècle a été marqué au fer rouge par 3 grandes catastrophes dévastatrices.
les deux guerres mondiales et la plus grande et grave crise boursière que le monde n'avait jusqu'alors jamais connue. Mais pour faire simple, disons que les États-Unis sont devenus une grande puissance mondiale au lendemain de la Première Guerre mondiale. En effet, l'économie américaine a su bénéficier des retombées lucratives de cette guerre, et sachez que la guerre est un business rentable. Tout dépend du camp dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes un industriel de l'automobile, de l'armement ou même de l'agroalimentaire, vous devenez automatiquement super riche. Mais hélas, si vous vous trouvez dans le camp de ceux qui font la guerre, alors vous vous appauvrissez et votre salut est la tombe. Je suis abasourdi par tant de propos sombres et pourtant c'est la triste réalité. Mais écoutons encore M. Beta. Les États-Unis qui, dès le départ en 1914, sous le magistère du président Thomas Woodrow Wilson, n'ont pas voulu s'engager dans ce conflit outre-Atlantique, se sont vite positionnés comme le plus gros pourvoyeur en marchandises aux Occidentaux qui s'entretuaient. En effet, les pays en guerre ont dû recourir aux États-Unis pour s'approvisionner en armement, automobiles, énergie, matières premières, produits industriels et agroalimentaires, etc., fournissant ainsi le plus gros débouché aux industries américaines. Mieux, le gouvernement américain, au fur et à mesure que durait la guerre, devint le principal créancier de l'Europe. Plusieurs milliards de dollars de prêts furent accordés aux Alliés. Avec les intérêts, ces prêts rapportèrent environ 13 milliards de dollars, mais les chiffres ne sont pas très précis. C'est l'embellie pour les États-Unis qui vont connaître des années de croissance et de prospérité exceptionnelles. Les années 1920-1928 furent ainsi appelées les années folles. D'ailleurs, mon cher Yapi, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un extrait du discours du président américain d'alors, M. Calvin Coolidge, le 4 décembre 1928, quand il s'adressait au Congrès de son pays. Et je cite, « À l'intérieur du pays règne la tranquillité et la satisfaction. Nous venons d'atteindre le record du nombre d'années de prospérité. À l'extérieur règne la paix et la bonne volonté. » Fin de citation. C'est dire que les Américains étaient loin de s'imaginer la catastrophe qui allait les frapper en l'espace de quelques semaines. Alors que M. Beta me parlait avec une aisance incroyable de la vie politique nationale des États-Unis, comme s'il était l'un des leurs, je demeurais songeur. Qui est cet homme? Comment sait-il autant de choses? J'étais tout simplement bluffé. Benoîtement, je lui demande. Monsieur Beta, comment savez-vous toutes ces choses et en quoi cela concerne la Côte d'Ivoire? Mon cher Yapi, parce que, tout simplement, les années folles d'embellie aux États-Unis me rappellent exactement les années du miracle ivoirien pour la Côte d'Ivoire. N'avez-vous pas entendu parler d'Abidjan comme étant le petit Manhattan de la lagune ébriée? Si, rétorquai-je. D'ailleurs, nous étions très fiers d'admirer ces buildings majestueux du plateau. Il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison de nous enorgueillir. Tous ces bâtiments vétustes contenant de l'amiante sont devenus dangereux pour la santé publique sous l'œil coupable du gouvernement. Néanmoins, avouons que j'étais de plus en plus captivé par son récit qui me replongeait dans des souvenirs d'enfance dans ces années dites du miracle ivoirien. À cette époque enfant, nous gambadions joyeusement dans la tranquillité du pays. Mais revenons au récit de M. Beta. Monsieur Yapi, sachez qu'au lendemain des indépendances, sous la conduite du père fondateur Félix Houphouët-Boigny
et de son ministre de l'économie et des finances, Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire connut un bond prodigieux dans le développement et la prospérité au cours des années 1960-1975, bénéficiant d'une bonne planification et de l'accroissement de la production des matières premières, dont le cacao et le café, pour lesquels il était le premier producteur. Le pays enregistra une forte croissance économique. Son PIB caracolait dans les 17% par an les années exceptionnelles, permettant la réalisation d'importantes infrastructures et industries. Le pays devint très rapidement la vitrine de l'Afrique, un îlot de prospérité attirant tous les ressortissants des pays voisins. Mais comme il fallait s'y attendre, après la pluie, le beau temps, et après le beau temps, la pluie. En 1929, pour les États-Unis, les années folles et sublimes firent rapidement place à la confusion, la cacophonie, ensuite à la frayeur et à la désolation. Il en a été de même pour la Côte d'Ivoire. Après la crise pétrolière de 1979, le miracle ivoirien se transforma en mirage, comme se plaisaient cyniquement à le dire les opposants au régime. 1928 fut la dernière année où les Américains montrèrent plus d'entrain. Mais la situation des États-Unis était bien pire, car la crise s'exporta sur tout le globe terrestre. Laissez-moi vous donner quelques dates et quelques chiffres. À l'automne 1929, la catastrophe surgit. Le mardi 29 août 1929, vers 11 heures, ce fut le jour le plus dévastateur de la bourse de New York et le vrai point de départ de la plus grave crise économique du XXe siècle. Cependant, le jeudi 24 octobre 1929 fut pire, un très mauvais jour pour la bourse de New York. Ce jour-là, plus de 13 millions de titres boursiers changèrent de main, et ce fut ce qu'on appela plus tard le jeudi noir. Après plusieurs années de croissance vigoureuse, l'économie américaine dégringola. La productivité des entreprises se dégrada, des milliers d'entre elles firent faillite, déposèrent le bilan, et des millions de travailleurs se retrouvèrent au chômage. C'est la récession. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau. Le café chauffe les locomotives. Le blé, qui ne trouve plus d'acheteurs, est précipité dans la mer. Ou consumé dans de vastes brasiers. Pendant ce temps, les chômeurs mourraient de faim s'ils n'étaient aidés par la charité publique ou privée. Dans tous les pays, les manifestations des sans-travail se multiplient. Aux États-Unis, les anciens combattants marchent sur Washington. Troubles révolutionnaires à Cuba. Agitation menaçante au Chili.
En Angleterre, meeting monstre à Hyde Park. Grève et manifestations violentes en Belgique où les femmes sont à la pointe du combat. Dans la voix de M. Beta, je pouvais saisir une note de mélancolie. J'imagine le désastre pour les familles d'ouvriers américains. Comme pour changer de sujet, j'insiste. Dites-moi, M. Beta, qu'est-ce que tout ceci a comme lien avec Mme Thérèse Houphouët-Boigny? Sans se décomposer, il répliqua. Mon cher Yapi, bien sûr que tout ceci a impacté la Côte d'Ivoire, qui, en ce temps, n'était qu'une colonie française. Alors, la récession économique mondiale a eu une incidence sur notre pays et donc sur la vie de la famille Brou. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, dites-moi de quoi il est question, Monsieur Beta, persistai-je. D'abord, le crash boursier et la crise économique et financière qui a suivi ne frappèrent pas tout de suite la France. Elle fut touchée seulement 2 ans plus tard par cette terrible crise. Et voilà comment. En 1929, en pleine crise, les États-Unis vont élire un nouveau président, M. Herbert Hoover, qui était secrétaire d'État au commerce de l'ancien président Calvin Coolidge. Dans sa quête effrénée de recherche de solutions à la crise qui dévastait son pays, il a pris une décision lourde de conséquences. Il a décidé de rapatrier les capitaux américains qui étaient logés outre-Atlantique, notamment dans les banques allemandes, pour sa reconstruction d'après-guerre. Environ 13 milliards de dollars sont ainsi rapatriés, mettant du coup en faillite l'Allemagne. Celle-ci entraîna une partie de l'Europe dans sa chute, dont la France, qui, dans son cas particulier, cumulait déjà une crise politique due à l'instabilité de son régime politique parlementaire issu des élections législatives de 1932. En Allemagne, où la crise ébranle une économie encore bien fragile, les banques assiégées par le public sont réduites à fermer leurs portes. La France, qui semblait à l'abri et où l'or continuait d'affluer, est touchée à son tour en 1931. Grève dans les textiles. Grève chez les dockers. Grève dans la batellerie. Des barrages doivent être rompus par les gardes mobiles et par les marins. Les commerçants protestent contre les mesures fiscales. Les paysans manifestent, parfois violemment, contre les mesures agricoles. Dans le nord, les chômeurs marchent sur Arras pour attirer l'attention des autorités. Dans Paris et dans les grandes villes, des soupes populaires viennent aider les sans-travail. En novembre 1932, l'élection du président Roosevelt ranime l'espérance. Fin du 3e épisode. Et en ce 17 septembre 2021, Chris Yapi souhaite un joyeux anniversaire à Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.